Coucou mes choups, comment allez-vous en ce beau lundi encore un petit peu ensoleillé, enfin j'espère en tout cas pour vous, hein. Moi ça va à peu près, normalement à Grenoble on a un temps cool. Pourquoi je commence toujours mes vidéos en parlant de météo? C'est un truc de ouf, je dois avoir une gêne météorologue, je sais pas, quelque chose m'échappe en moi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'il fallait que je fasse puisque là ça ne va plus. Rien ne va plus mes agneaux, vous vous rappelez la box cube? La box cube, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est une box que je reçois tous les mois, hein, avec un livre à l'intérieur, sélectionné par des libraires en fonction de mon choix. J'en reçois 2 tous les mois, une avec un livre de poche, une avec un livre majuscule. Et en fait, celles de juillet sont arrivées très en retard, du coup j'ai pas fait la vidéo, elles sont arrivées je crois début août, forcément post-confinement machin truc, tu vois. Celle d'août, j'ai pas pensé à la faire, parce que du coup je pensais à celle de juillet, je savais pas comment gérer, et là j'ai reçu celle de septembre. Et je me retrouve donc avec 6 box. Voilà. Alors là j'arrive à un point. Tu vois, je vois la petite pile qui se forme dans mon bureau à côté de vos choupartistes. Et je me dis non Marilyn, non, cela ne peut plus continuer. Tu ne peux pas attendre que miraculeusement la pile diminue et revienne à quelque chose de normal. Du coup je fais une vidéo où je groupe ce package et on a donc 6 romans, ou autre chose d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être biographie ou quoi, qui sont en rapport avec l'histoire normalement, puisque c'était ça que j'avais demandé dans mon formulaire, et on va la découvrir ensemble. Alors je vais pas forcément faire le détail de tout ce qui est dans les box, ou alors très rapidement, puisque ça servirait un peu à rien, vu qu'il y en a qui datent de 2 mois, mais voilà, ça va nous faire un petit haul livresque. Sympathique. En plus je sais pas ce qu'il y a dedans, donc c'est un haul surprise, c'est encore mieux, c'est magnifique. Comment mieux commencer la semaine? Comment ça je le surventre mon truc? Pas du tout. Allez, on attaque. J'ai tout ouvert et il y a le bébé dame à côté de moi comme d'habitude, vous le voyez pas? Non, il est couché sur les boîtes. Comme d'hab, hein. Alors, on y va, première. Tim va être content, il va y avoir plein de cartons achetés. Alors, une préface comme d'hab, un joli kit, marque-page, carte postale. On apprécie toujours. Ah, il y a de la bouffe, des bonbons, goût cola, bio. Ah, ça c'est bien, mais périmé quand parce que... 4 novembre 2020, ça va. Bon, de toute façon, je bouffe pas de bonbons. Mais ils sont pas périmés, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ils ont vu large, non mais ils ont dû anticiper. Ah, du thé! Du bon thé bien préparé! Ah, ça faisait longtemps! En plus, il y a de la vanille! Oh, peut-être que ça va me plaire, parce que je bois jamais de thé, parce que je trouve que ça gâche le goût de l'eau. On juge pas. Mais à la vanille, comme j'adore la vanille, ça peut peut-être marcher. On a un étui, enfin une pochette en fait. Une pochette pour mettre les bouquins. Why not? On a un petit cahier, un cahier Nounet, pour mettre ce qui nous... Ah non, il y a des trucs marqués dedans, mais pas partout. Il y a des morceaux de texte et des pages blanches. Le morceau de texte, il est là, et après t'as des pages blanches. Tout ça, c'est des pages blanches. Why not? Il doit y avoir quelque chose que je comprends pas, mais enfin, ça serait pas la première fois, hein. Et mon petit livre de poche! Bonjour, votre demande est difficile. Vous voulez un roman historique, mais avec une plume classique. J'ai pas exactement demandé ça, mais enfin si, j'ai dit qu'en gros ça devait être agréable à lire, c'est tout. Mais après j'ai dit que ça pouvait être biographie ou quoi, hein. Je vous propose ce grand classique en espérant que vous ne l'ayez pas lu, la plume est élaborée, bonne lecture. J'ai dit que oui, je voulais que ce soit bien écrit quoi. C'est vrai que je suis chiante, mais j'ai envie que ce soit bien écrit, Oui, je l'ai pas lu. Mais il est dans ma liste depuis perpète. C'est Marie-Antoinette de Stefan Zweig, que je comptais lire depuis que je suis au lycée, je crois, parce que Stefan Zweig, c'était l'auteur préféré de mon ancienne meilleure amie du lycée. Et elle m'en parlait toutes les 2 secondes. Enfin, j'exagère à peine, tu vois, parce qu'on était en études de lettres, donc on parlait souvent d'auteurs. Moi, c'était Hugo, elle, c'était Zweig, tu vois. Et il est dans ma liste depuis longtemps, je vous lis le résumé. Vilipendée par les uns, sanctifiée par les autres, l'Autrichienne Marie-Antoinette est la reine la plus méconnue de l'histoire de France. Il fallut attendre Stefan Zweig en 1933 pour que la passion cède à la vérité. S'appuyant sur les archives de l'Empire autrichien et sur la correspondance du comte Axel de Fersen, qu'il fut le premier à pouvoir consulter intégralement, Zweig retrace avec sensibilité et rigueur l'évolution de la jeune princesse, trop tôt appelée au trône, que la faiblesse et l'impuissance temporaire de Louis XVI vont précipiter dans un tourbillon de distractions et de fêtes. Dans ce contexte, la sombre affaire du collier, habilement exploitée par ses nombreux ennemis à la cour de France, va inexorablement éloigner Marie-Antoinette de son peuple. Ce portrait est assurément un des chefs-d'œuvre de la biographie classique dans laquelle excella le grand romancier autrichien. Je suis fan des belles plumes, je suis fan de Marie-Antoinette, je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai appris par l'un d'entre vous il y a pas longtemps qu'apparemment on a retrouvé, en gros en analysant, je sais plus quoi, son bassin je crois. Enfin, je sais plus comment ils l'ont su, ou des lettres, je sais plus comment... Non, pas le bassin, c'est pas possible.
Je sais plus, mais en tout cas, apparemment, il y a la preuve comme quoi elle était vraiment amante avec Fersen. Parce qu'il y a des doutes, tu vois, est-ce qu'ils étaient super potes et qu'ils se conduisaient bien, est-ce qu'ils ont baisé? Apparemment, ils ont baisé, voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Mais c'est pas sûr quand même. Enfin, c'est quelqu'un qui me l'a dit, donc est-ce que c'est vrai, tu vois, est-ce que c'est fiable? Marie-Antoinette, je l'aime et je trouve que c'était une femme incroyable. Donc, trop contente. Ça commence très très bien. Regardez-moi ça. Ça a failli finir en catastrophe. Elle déborde cette box, elle est colossalement immense. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? À part le livre, j'entends bien du thé. Du bon thé bien préparé, encore une fois, c'est très bien, j'avais plus de stock, c'est magnifique. Alors, je suis pas sûre que c'était le même mois. J'ai pas l'impression que ce soit le même bonus. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, une affiche. C'est définitivement pas le même mois. J'ai mélangé les mois, c'est pas très grave, de toute façon j'ouvre tout d'un coup. Donc on a une affiche d'un côté avec le texte Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné. Donc une avant-première pour un texte qui sort le 20 août prochain, donc qui est sorti. Donc voilà, bah, vous pouvez pas le voir, mais il est là. Et derrière, on a une affiche de plusieurs couvertures de bouquins. Franchement, c'est joli. Je préfère peut-être ce côté-là qui est un peu plus coloré, mais avec plein d'autrices différentes. En plus, c'est intéressant. Toujours une préface avec le petit duo gagnant, le petit duo qu'on kiffe. En plus, ça c'est assorti, j'aime bien quand c'est assorti. Et le gros bouquin. Je vous propose de découvrir ce roman historique passionnant d'un auteur dont la plume a souvent été comparée à celle de Dumas. Bonne lecture de Pauline. Pauline, tu sais comment parler. Pauline, tu sais me séduire, j'adore Dumas. J'aime presque autant Dumas père que Hugo. Presque. Pas déconner. Mais dans le genre raconter une histoire, Dumas il est au-dessus. Après, la plume, je préfère celle d'Hugo. Mais Dumas, franchement, et si vous avez jamais lu du Dumas, essayez, vous avez vraiment l'impression de lire un roman, mais genre comme si un pote vous racontait une histoire. C'est super simple à lire et c'est tellement stylé. Alors viens voir. Oula, c'est gros. Ouh. Ah, ça donne moins envie là. Enfin, visuellement, vous allez voir. Bim. Là, t'as de la pouf. Tu vois, ça tombe sur la gueule. C'est. Hein? T'es. Ouf. 23 €. Ah, quand même. Tom Wheelock, La religion. Un roman éclatant, puissant, poétique, un triomphe littéraire de The New York Times. Si le Times le dit, putain, il pèse bien là, hein. Je vous lis ce très très long résumé. James Ellroy a transfiguré le thriller. Stephen King a réinventé le roman d'horreur. Avec La religion, Tim Wheelock renouvelle le roman historique. Ah ouais, déjà là, l'intro, elle est... Tu sais, Tom Wheelock, il a intérêt à être... tu vois, bien, hein. Mai 1565, Malte. Le conflit entre islam et chrétienté bat son plein. Soliman le Magnifique, sultan des Ottomans, a déclaré la guerre sainte à ses ennemis jurés, les chevaliers de l'ordre de Malte. Militaires aguerris, proches des Templiers, ceux-ci désignent leur communauté sous le vocable de la religion. Alors qu'un inquisiteur arrive à Malte afin de restaurer le contrôle papal sur l'ordre, l'armada ottomane s'approche de l'archipel. C'est le début d'un des sièges les plus spectaculaires et les plus durs de toute l'histoire militaire. Déjà, je ne connaissais pas du tout, donc déjà ça m'intéresse. Dans ce contexte mouvementé, Matthias Tannhauser, mercenaire et marchand d'armes, d'épices et d'opium, accepte d'aider une comtesse française, Carla la Penotier, dans une quête périlleuse. Pour la mener à bien, ils devront affronter les intégrismes de tous bords, dénouer des intrigues politiques et religieuses, et percer des secrets bien gardés. Sur fond de conflits et de mystères religieux, cet ouvrage follement romanesque et d'une érudition sans faille témoigne d'un sens de l'intrigue remarquable. En explorant la mystérieuse histoire des chevaliers de l'ordre de Malte, Tim Wheelock, porté par une langue aussi intense que réaliste, évoque autant Alexandre Dumas qu'Umberto Eco, un classique immédiat. La vache, il lésine pas sur les compliments, hein. Et en critique, James Ellroy dit « étourdissant, un voyage en enfer superbement maîtrisé ». Et The Washington Post, une intrigue orchestrée comme une symphonie, des personnages au charme incroyable, un livre qui vous ensorcelle littéralement. Comme quoi, lire les résumés, c'est bien parce que maintenant j'ai envie de le lire. C'est écrit gros? Non, c'est pas écrit gros, c'est écrit normal. Par contre, lui, quand je le commence, quoique des fois j'ai déjà été surprise, hein, mais il a l'air énorme, mais... En fait, c'est ça que j'adore dans les romans historiques. C'est-à-dire que moi, je veux un contexte historique réel avec des persos inventés dedans pour le faire vivre. Je trouve ça génial parce que du coup, c'est vraiment le sentiment d'apprendre en t'amusant. Encore une fois, je cite Dumas, mais Dumas, c'est tout à fait ça. Les Trois Mousquetaires, avec 20 ans après le Vicomte de Bragelonne, donc toute la fresque, tu apprends la vie de Louis XIV. Mais tu l'apprends vraiment. Après, t'as des trucs romancés autour, mais c'est les vraies personnes qui étaient autour de lui, t'as les vrais tempéraments, enfin, lui, il a romancé des persos qui n'existaient pas dans l'univers, mais c'est trop intéressant. Pareil pour la Reine Margot, c'est aussi de Dumas, et pour le coup, vous apprenez tout sur cette époque-là, sur la Saint-Barthélemy, tout ça, enfin, c'est passionnant. Donc, je suis très très intriguée maintenant, et très très heureuse de l'avoir. Il pèse la moitié de mon bras, mais... Très intéressant ça. On en a fait 2 sur 6 et en 8 minutes. Ah quand même. Je continue.
Je compte sur vous à la fin de la vidéo, bien entendu, pour me dire en commentaire quel livre vous préférez. Vous pouvez m'en dire 2 si vous voulez. Allez, comme il y en a vraiment beaucoup. Ah, il y a plein de trucs là-dedans. À chaque fois, je me fais surprendre. Un caramel au beurre salé. Ça c'est bon ça. Je vous fais un focus. Bah c'est du caramel quand même, ça je vais le bouffer. Hein. On a du thé, une infusion glacée passion framboise et du thé glacé Happy Green. Namour, viens pas jouer avec ton Scooby-Doo ici. Et là-bas. Pardon, il y a Merlin qui... Voilà. Donc on a thé et infusion, très sympathique, ma foi. En plus les packagings sont très beaux. Hein. On a un marque-page Prestige, ça sent le marque-page de luxe. Le marque-page, on a déjà eu une fois un marque-page de là, et à chaque fois c'est des trucs pop, 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 pop. Oui voilà, c'est un beau marque-page quoi. C'est soigné, c'est délicat, c'est raffiné, c'est du luxe, il y a différentes textures. Non mais, ils font ça bien hein. La postface comme d'habitude, enfin la préface pardon. Encore, oh là encore hein. Assorti, on aime. Ah, l'affiche, donc ça c'est ce qui allait avec le gros d'avant. Oh je me suis un peu trompée, voyons voir. Bonjour Marilyn, je vous propose de découvrir la passionnante histoire de Clémence, la fille de François de Francine, le célèbre fontainier de Versailles. Élevée parmi la fine fleur du royaume, Clémence connaîtra un destin exceptionnel. Belle lecture. Merci Margot. J'ai 2 mois de retard, hein, mais je remercie quand même. Oh, elle est trop mignonne. La séductrice de Louis XVI. Louis XIV. Si je sais plus lire Louis XIV et Louis XVI, ça ne va plus ma bonne âme. Regardez comme le livre est beau. Il va très bien à côté de Stéphane Zweig. Hein? Bon, il y a quelques rois d'écart, mais 2 en fait, mais... La fontainière du roi, je voulais le résumer. Je déteste cet homme qui n'a cherché qu'à m'humilier en étalant ses richesses. J'ai l'impression, moi, le roi, de n'être rien à côté d'un parvenu qui possède tout, les terres, les demeures, l'or, et qui sait même attacher les plus beaux esprits du moment. 17 août 1661. Le surintendant Fouquet donne une fête éblouissante au château de Vaux-le-Vicomte. Erreur fatale. J'aurais dû t'écouter. Pardon. Louis XIV est jaloux et Fouquet se retrouve en prison. C'est vrai, hein, vraiment. Si ça vous intéresse, et il faut trop que vous lisiez Les Trois Mousquetaires. C'est vraiment, c'est un truc de ouf. Il a été jaloux de son... C'était un de ses conseillers, premier ministre, etc. Et le mec, en fait, il a fait un peu comme Geoffrey d'Angélique, en fait. Il a voulu briller plus que le roi. Et même s'il adorait le roi, il a pas conspiré contre lui ni rien, mais... Bah juste le roi, il a pas aimé qu'on soit plus riche que lui, quoi. Eh ben, il aurait dû être plus modeste. Cette malencontreuse soirée aura une conséquence inattendue. Le jeune roi décide de bâtir le château de Versailles. Pour réaliser ce projet colossal, il devra s'entourer des meilleurs artistes, dont le nôtre et François de Francine. Mais ça, tu vois, je savais pas du tout, parce qu'il y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient à l'époque, hein. Non, vraiment pas. C'était pas, tu vois, c'était pas vraiment l'égalité, tout ça. Donc je savais pas du tout qu'il y avait une femme qui avait été connue comme jardinière, enfin fontainière du roi. Donc trop curieuse d'en savoir plus, et trop contente aussi. Au suivant. J'aime bien pour le moment, franchement, il y a pas de faux pas, hein. Une préface, marque-page et carte postale. Ah, on a un petit livre du miel sous les galettes, donc je suppose que c'est un aperçu. Premier roman de Ruquieta Ouedraogo est le récit très personnel d'une petite fille confrontée à l'univers des hommes. Avec l'humour tendre qui l'a rendue célèbre en France et dans toute la francophonie, l'actrice burkinabé tient la chronique douce du drame qui a bouleversé son enfance. Vendu. J'ai envie de le lire maintenant. C'est quoi, il n'y a que le début. C'est malin ça de mettre que le début, parce qu'après t'as envie de lire la suite. Oh, on a une grosse pochette de thé. Elle est immense pour le coup, trop bien. Et le bouquin. Bonjour Marilyn, bonjour Antonin. Voguez en compagnie de cet historien italien de talent pour tenter de démêler les échevaux de l'énigmatique Giannino di Guccio. Une lecture riche d'enseignements en plus d'être passionnante. Bonne lecture, Antonin. Merci, Antonin. Alors la couverture là, ça fait pas roman là, ça fait livre un peu chiant. J'avoue que on dirait les livres que mon papy il avait dans sa bibliothèque, tu sais. Je me méfie un peu, mais l'homme qui se prenait pour le roi de France. Bah c'est pas ce qu'on vient de voir. Non, peut-être pas la même époque. Hein. Il y a pas dû en avoir qu'un, à mon avis. Hein. Giannino di Guccio, marchand bien sûr, marchand de Sienne du XIVe siècle, est persuadé d'être l'héritier du royaume de France. Sous le nom de Jean Ier, il consacre sa vie à récupérer son trône. Une véritable enquête historique et une incroyable aventure picaresque. Nous sommes en septembre 1354. Giannino devient le roi Jean, imposteur sincère et mythomane convaincant qui fabrique la vérité pour la prouver. Car entre ces deux images, celle d'une vie qui bascule et celle d'une vie qui s'écrit, que se passe-t-il ? Une histoire de fausses barbes, de trésors cachés et de berceaux échangés, où l'on visite les prisons d'Aix, Marseille et Naples, où l'on s'interroge sur une couronne en or et un sceau presque authentique. Une histoire faite de mille intrigues enchevêtrées, de rumeurs, de calculs et de naïveté, mais aussi de tricherie et de manipulation, ainsi que d'une bonne quantité de ruses et de maladresse. Le tout nous menant jusqu'en Hongrie.
On laissera au lecteur le plaisir de démêler le vrai du faux. C'est bien de lire les résumés, en fait ça donne envie, hein, mais par contre la couverture faut la changer. Ah bah non, la couverture là, ça va pas ma chérie, pas du tout, t'as pas envie. Pourtant le résumé il est cool hein. Intéressant, c'est marrant parce que les deux poches ils se rejoignent et les deux gros ils se rejoignent aussi. Allez, plus que deux. Oh, c'est déjà presque la fin, je commence à m'habituer moi. Oh, si vous voyez l'état de mon sol, j'ai à nouveau celui-là. Est-ce que je vous en donnerai pas un? C'est probable. Nous avons encore petit kit, ah bah on s'habitue hein. Ah oui, un double, ça c'est très bien. Le thé, on n'a jamais trop de thé. On a un petit cahier, encore une fois, why not, c'est toujours pratique. Hop là, tout vierge celui-ci. Il n'y a pas de petit texte dedans. C'est vraiment pour écrire quand l'instant vous en vient. Je crois qu'on a du nougat. C'est bon le nougat ou pas? Je crois que j'en ai... Enfin si, j'en ai déjà mangé, mais ça fait longtemps. Oh, ça fait longtemps. Et le poche. Ah, il est gros, hein. Bonjour, j'espère que ce livre vous plaira. Bonne lecture en tout cas, Emeric. C'est sobre, Emeric, comme message, hein. C'est sobre, Emeric, il tchatche pas pour rien. Emeric, il est dans l'efficacité, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le dernier poche, hein. Oh, mon sol, j'ai des trucs partout. Eureka Street, Robert McLean Wilson. Ok, alors là, comme ça, en couverture, je ne connais pas. Dans un Belfast livré aux menaces terroristes, les habitants d'Eureka Street tentent de vivre vaille que vaille. Chucky, le gros protestant, multiplie les combines pour faire fortune, tandis que Jake, le cateau, ancien dur au cœur d'artichaut, cumule les ruptures. Autour d'eux, la vie de quartier perdure, chacun se battant pour avancer sans jamais oublier la fraternité. Eureka Street est un grand livre et son auteur un formidable écrivain. Belfast peut lui dresser une statue. Ah ouais, quand même. Une statue. C'est une belle critique. Bah écoutez, ma foi, alors je connais rien. Je sais même pas où c'est Belfast. On en est là, hein. Ah oui, non, mais je sais ce que c'est quand même la différence entre protestants et catholiques, ça d'accord. Merci Saint-Barthélemy de m'avoir aiguillé de manière sanglante. Mais Belfast, je suis même pas capable de dire où c'est quoi. Peut-être que je le saurai après cette lecture. Why not? Alors, c'est pas celui qui m'attire le plus parce que le résumé il est quand même très mystérieux, mais il est assez mystérieux pour me donner envie de le lire quand même, donc à voir. Et enfin le dernier. Le dernier, c'est un grand format. Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'on va finir en beauté ou est-ce qu'on va être déçu? Vous pariez sur quoi? Joie? Déception? Allégresse? J'ai plus de synonyme, non. Déjà, oui, je... Ok. Ah, reste un truc. Oh bon, c'est la préface. Ça va. Oh là là, on finit avec la royauté en tout cas. Hein. Encore du thé à venir, on est content. Avec le petit cahier qu'on a vu au début, on est content aussi. Et le dernier... Attention, ouais, c'est encore plus court. Ah bah c'est encore Emeric. Bonjour, j'espère que ce livre vous plaira. Bonne lecture en tout cas. Mais développe donc tes introductions. Prends exemple sur les collègues. Tu n'es pas quelqu'un de loquace, Emeric. Merlin est en train de faire une connerie tout à l'heure. Tout à l'heure, il cherche des conneries à faire. Je sais plus du tout ce que c'est. Oula, de derrière. De derrière, ça donne pas envie. De devant non plus. J'avoue, je suis encore très enfantine, mais moi c'est visuel. Hein. Ma première approche, elle est visuelle. Moi, ça comme ça fait vraiment penser au livre de mon papy. Hein. C'est pas... Voyons voir. Le résumé, il fait souvent changer la vie, donc on va voir. Paris 1310, quartier du Marais. Là au moins je sais où c'est. Au grand béguinage royal, elles sont des centaines de femmes à vivre, étudier ou travailler comme bon leur semble. Refusant le mariage comme le cloître, libérées de l'autorité des hommes, les béguines forment une communauté inclassable, mi-religieuse, mi-laïque. La vieille Isabelle, qui connaît tous les secrets des plantes et des âmes, veille sur les lieux. Mais l'arrivée d'une jeune inconnue trouble leur quiétude. Mutique, rebelle, Maheu Larousse fuit des noces imposées et la traque d'un inquiétant franciscain. Alors que le spectre de l'hérésie hante le royaume, qu'on s'acharne contre les Templiers et qu'on place de grève, on brûle l'une des leurs pour un manuscrit interdit, les béguines de Paris vont devoir se battre. Pour protéger Maheu, mais aussi leur indépendance et leur liberté. Tressant les temps forts du règne de Philippe le Bel et les destins de personnages réels ou fictifs, Aline Keener nous entraîne dans un Moyen-Âge méconnu. Ces héroïnes solidaires, subversives et féministes avant l'heure animent une fresque palpitante résolument moderne. C'est fou comme il faut lire les résumés. Mais en fait, ce qui est piégeux, c'est que quand t'es en librairie et que tu vois ça en couverture, bah tu vas forcément plus vers un livre avec une couverture qui t'attire davantage. Tu vas pas lire tous les résumés de tout ce qui existe. C'est pour ça que je suis contente de recevoir ces box, parce que c'est vrai que mon formulaire, j'ai mis ce que j'aimais, ce que je cherchais. Et en vrai, ce que je reçois, ça a un rapport et ça m'attire énormément. Là, maintenant que j'ai lu le résumé, j'ai grave envie de le lire. Après, l'expression féministe avant l'heure, je sais pas si c'est vraiment, genre le concept de féministe existait, évidemment pas, mais il y a toujours eu des femmes qui se battaient pour leur liberté et pour leurs droits. Donc je sais pas si on peut pas, a posteriori, les qualifier de féministes. Ou je sais pas, ça se trouve ça se fait pas de prêter des concepts actuels à des personnes qui ne les ont pas connus. Je sais pas du tout, tu vois, c'est une vraie question. Si vous connaissez la réponse, si vous avez une théorie là-dessus, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai terminé, et bah ma foi, ça me fait 6 bouquins. Oh putain, et celui-là,
Il pèse plus que tous les autres réunis, hein. Ça me fait 6 bouquins qui sont quand même assez différents, même si ça se rejoint quand même pas mal autour de la royauté. On est quand même pas mal dans le temps, loin avant. J'ai pas mis de période historique favorite, hein, pour le coup. On a 2 Moyen-Âge, on a 2 Louis XIV, Louis XVI. Celui-là, on sait pas trop. Donc ouais, non, c'est super intéressant. En vrai, c'est des lectures qui m'intéressent vraiment beaucoup. Il y a celle-là qui m'attire plus spontanément, parce que je connais déjà très bien, c'est un peu le piège, mais je connais déjà très très bien et Marie-Antoinette et Louis XIV, donc j'ai très envie de creuser encore davantage ce que je connais déjà très bien, mais par contre après les autres m'attirent plus pour découvrir justement davantage. Celui-là il me fait peur vu sa taille et son poids, mais l'intrigue a l'air vraiment vraiment très très intéressante, et pour le coup tout ce qui est Templier, il y a quand même 2 bouquins qui en parlent un peu. Et ça je connais un peu parce que mon frère on a pas mal parlé, parce que mon frère quand il est passionné par quelqu'un ou par quelque chose dans l'histoire, il devient incollable dessus, donc il m'en a pas mal parlé, il m'a aussi pas mal parlé de Napoléon par exemple, etc. Ce que je connais de ces périodes là, c'est lui qui m'en a parlé, mais je connais pas vraiment en profondeur, il m'avait juste résumé, donc ouais écoutez je suis super contente, donc n'hésitez pas à me dire qui est votre favori entre celui-ci, celui-ci, même si je sais toujours pas où est Belfast, celui-ci, lui, truc féministe là, ça me parle bien, hein. Celui-ci et la bricasse, celui-ci. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire comme d'habitude. Moi, je vais passer 20 minutes à ranger tout ce bazar et à mettre le thé dans le placard. Ça tombe très bien, j'avais plus de thé. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'ai hâte d'avoir vos avis. D'ailleurs, il y aura dans pas trop longtemps, je pense, un update lecture. Là, je suis plus trop en phase lecture depuis une dizaine de jours, mais moi, c'est assez cyclique, donc à mon avis, ça va pas tarder à me reprendre. Surtout que je suis en train de lire une saga qui me plaît beaucoup sur les réécritures Disney, donc ça c'est très cool. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve demain en fait, demain pour la rediff d'Eldaria, et peut-être un autre stream, enfin on verra, pas de panique. Je vous aime très très fort, passez une très bonne journée, bon courage pour votre semaine, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka. Et regardez, il y a le bébé dame qui vous dit au revoir, le bébé dame relou.